Quel gras mettre dans son assiette pour être en bonne santé? C'est ça, finalement, la question qu'on se pose. Eh bien, on va y répondre avec notre invité. Raphaël Gruman, vous nous donnez des bonnes nouvelles, hein? Oui, on va essayer. Tant pis, vous nous mentez, hein, mais là, vous êtes diététicien nutritionniste. Vous avez préfacé ce livre « Je m'initie à l'alimentation anti-cholestérol ». C'est aux éditions Le Duc. Le monde est quand même injuste, Raphaël, parce qu'il y a 2 personnes qui mangent exactement la même chose et qui ont pourtant parfois des bilans totalement différents. Alors, on l'a dit, l'alimentation, ça explique à 30% notre taux de cholestérol, mais quand même, les 70% restants, c'est d'autres facteurs. On va les passer en revue. Premier facteur, l'âge. Eh oui, pas de chance, mais en vieillissant, malheureusement, on a tendance à produire un petit peu plus de cholestérol et surtout du mauvais cholestérol. C'est le LDL qu'on a tendance à augmenter au fil du temps. What a surprise! Exactement, donc ça veut dire qu'il faut être un petit peu plus vigilant quand on prend de l'âge et essayer d'améliorer au fur et à mesure son alimentation. Ça veut dire qu'il faut faire une prise de sang, quoi qu'il se passe, à quel âge, pour quand même vérifier Alors, ça? Si on n'a pas de problème de santé, en général, on commence à faire des prises de sang à partir de 40 ans pour vérifier qu'il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, on continue. Donc, s'il n'y a pas de problème, on repousse à 2-3 ans et puis on continue. Et quand il y a un problème, là, on s'essaye de faire un petit peu plus régulièrement, peut-être une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, pour vérifier que le taux ne monte pas. Stan a fêté ses 40 ans il n'y a pas longtemps et ça fait quelques mois que je lui dis attention et puis vous verrez le résultat tout à l'heure. C'est pas Jojo. Nouveau facteur aggravant, le surpoids. Et oui, le surpoids, on le sait, favorise la concentration de mauvais cholestérol, parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, le corps produit lui-même le cholestérol, à raison des 3/4 du cholestérol sanguin, c'est produit par le corps. Donc plus on va être en surpoids, plus le corps va produire ce mauvais cholestérol. Et on sait aussi qu'en faisant attention, en perdant du poids, en perdant seulement 5% de sa masse corporelle, on réduit son taux de cholestérol de 10%. Donc il y a vraiment une indication à perdre du poids quand on a un taux de cholestérol trop élevé. Cela dit, on peut être mince et avoir du cholestérol. Oui, il y a aussi une part de génétique, bien sûr. Il y a aussi une part d'alimentation, quand même un quart qui joue sur le cholestérol. Et il y a aussi d'autres facteurs. L'hygiène de vie en général a une incidence énorme sur le taux de cholestérol. Mais par exemple, quand c'est génétique, question pour une copine, on peut rien faire alors. Moi, par exemple, je suis mince, je fais très très attention quand même à ce que je mange, vu que je suis hypocondriaque. J'ai quand même entre 2,4 et 2,7. Oui, c'est élevé. Alors là, dans ce cas-là, on essaie de corriger les autres facteurs de risque. On a d'autres facteurs de risque, par exemple la consommation, le fait de fumer augmente le risque cardiovasculaire. Fini ça, c'est mes jeunes bonne années. chose. Consommation d'alcool. Autre booster de cholestérol, c'est la sédentarité. C'est vraiment quand on fait pas d'exercice, quand on n'a pas d'activité. Oui, exactement. Le fait d'être sédentaire favorise la production de mauvais cholestérol. Et le fait, par contre, de faire du sport améliore son bilan cardiovasculaire, puisque non seulement on va réduire sa production de cholestérol, on va également mieux contrôler son poids. Quand on fait du sport, on gère mieux son poids. Et dernière chose, c'est que ça apporte de la souplesse aussi aux artères. Et on a besoin de souplesse dans les artères pour éviter le risque cardiovasculaire. Abigail, je voudrais parler avec vous d'un autre facteur aggravant. Ce sont les hormones qui sont donc aussi, qui ont une part de responsabilité dans notre taux de cholestérol. Et là, ce sont les femmes qui trinquent, enfin en tout cas après la ménopause, non ? Oui, tout à fait. Et c'est un message très important qu'à la ménopause, en fait, le risque cardiovasculaire des femmes rejoint celui des hommes. Et pour plusieurs raisons. Effectivement, à la ménopause, en fait, vous savez, comme on a des récepteurs aux œstrogènes partout dans le corps, les œstrogènes régulent de très nombreuses fonctions. Et notamment au niveau du foie, la baisse des œstrogènes va faire que le foie aura tendance à moins être capable d'éliminer le cholestérol. Par ailleurs, on va produire un peu plus de cortisol et ça favorise le stockage des graisses, notamment cette fameuse graisse viscérale, la graisse qui est autour des organes abdominales et qui, elle, est métaboliquement active et favorise l'inflammation chronique, l'insulinorésistance, pas mal d'autres facteurs qui, eux aussi, vont avoir un effet sur le taux de cholestérol. Et puis, comme en plus, on peut avoir tendance aussi à avoir d'autres symptômes, vous savez que la ménopause, c'est près de 80 symptômes. Parfois, en fait, déjà, notre métabolisme va ralentir, donc on aura tendance à stocker plus. Et parfois aussi, du fait d'autres symptômes, la fatigue chronique, des douleurs articulaires, musculaires, osseuses, on peut aussi ralentir un peu son activité physique. Tout ça, mis bout à bout, ça fait que notre risque cardiovasculaire augmente. Et effectivement, notre taux de cholestérol peut augmenter aussi un petit peu à ce moment-là. Alors Stan, qui a fouillé dans notre passé, va nous révéler un autre facteur de risque bien de chez nous. C'est notre hygiène de vie à la française. Ah oui. Et la bouillabaisse, mon chou. Bah oui, Agathe, parce que quand on parle cholestérol, tout de suite, on pense quoi? On pense souvent beurre, charcuterie, viennoiserie. Pourtant, au XXe siècle, on a oublié que les ennemis de nos artères se trouvaient pas seulement dans notre assiette, mais ils venaient aussi de notre mode de vie. Et plus précisément, des cendriers et de nos verres à ballons.
Remontons quelques décennies en arrière. À l'époque de nos grands-parents, qu'est-ce qu'on faisait? On fumait partout, dans les bureaux, dans les trains, même dans les hôpitaux. Sur les plateaux télé, les animateurs recevaient leurs invités une clope au bec. Fumer était alors valorisé. On estimait qu'un bon fumeur participait à l'effort économique national grâce aux taxes sur le tabac. Et puis au ciné, la cibiche, comme on disait, c'était ultra glamour. Et pendant qu'on nous vendait du rêve, le tabac sabotait nos artères en abîmant leurs parois et en permettant au mauvais cholestérol de s'y accrocher. Et pour ne rien arranger à notre santé en ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'alcool était considéré comme un aliment. Au début des années 60, on servait encore du vin aux élèves dans les cantines scolaires. Et à l'usine, le patron offrait des cubides rouges aux ouvriers en guise de 13e mois. Dans la pub, on associait systématiquement l'alcool à la convivialité. Par exemple, je suis tombé sur cette archive incroyable, on pouvait prendre le volant après avoir bu une bouteille cul sec avec Louis de Funès à l'heure de l'apéro. Non mais regardez ça. Ils s'amusent, ils papotent. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On trinque. Et puis, allez, bonne route. Ciao, ciao. C'est incroyable. Alors, je suis d'accord, c'est sympa de trinquer entre copains, sauf que l'alcool surcharge le foie et favorise l'encrassement des artères sur lesquelles le cholestérol va se fixer. En fait, jusqu'à la loi E20 de 1991, cigarettes et alcool ont constitué des facteurs aggravants de nos maladies cardiovasculaires. Et même si les campagnes de prévention ont fait chuter leur consommation, chaque époque invente ses propres pièges, avec un autre perturbateur qui s'est bien installé dans nos vies modernes, le stress chronique, qui met notre cœur à rude épreuve. Pourquoi, Abigail? Quel est le lien entre stress chronique et taux de cholestérol? En fait, quand notre corps se met en état d'alerte à cause du stress chronique, il va produire des hormones de stress, et notamment le cortisol. Et le cortisol a plein d'effets sur notre métabolisme. En gros, l'idée, c'est que quand notre corps sent un danger, il va se dire il faut tout stocker, il faut garder l'énergie, un peu comme si on se mettait en mode survie. Et donc, ça va provoquer plein de désordres, et notamment, on va stocker plus les graisses. Il faut savoir aussi que quand on est stressé, on va avoir plus d'appétence pour les nourritures sucrées, grasses, palatables. Et savoir aussi que en fait, le sucre n'est pas stocké tel quel dans les organes, il est stocké sous forme de gras. Et donc, voilà, et on va aussi moins éliminer le cholestérol. Donc, effectivement, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la recherche actuelle montre que les plaques d'athérome, en fait, le gros risque de plaques d'athérome, c'est pas seulement les facteurs de risque cardiovasculaires tels qu'ils sont décrits, c'est-à-dire tabac, surpoids, diabète, etc. C'est aussi des phénomènes beaucoup plus globaux à comprendre, qui sont l'inflammation chronique, le stress oxydatif et le stress chronique, et l'insulinorésistance. Et donc, effectivement, être stressé sur le long terme, ça perturbe aussi notre physiologie et notre métabolisme. Bon, on va quand même vous dire quoi mettre dans votre assiette pour lutter contre le mauvais cholestérol. Sarah, Oui. les Français sont comme nous, ils s'y perdent totalement. C'est ça, ils s'y perdent. Mais avant de prendre leur taux de cholestérol, j'avais une petite question pour vous, Agathe. À votre avis, quel est l'organe de notre corps qui contient le plus de graisse? Les cheveux? Bingo! Quelle savante, Écoutez. quelle sachante! Ah oui? Eh bien non, c'est le cerveau. Oh, écoute. Voilà, il est composé d'environ 60% de graisse. Preuve que nous avons besoin de gras pour fonctionner correctement. Le problème n'est donc pas le gras en lui-même, mais le choix des bonnes graisses dans notre assiette. J'ai donc révisé les bases avec les Français. Est-ce que vous aimez le gras? J'adore, mais j'évite. Mon visage, vous pouvez voir qu'effectivement, j'aime le gras. J'adore ça. En plus, moi, je suis une méditerranéenne, donc aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez du cholestérol, vous? Des sortes de cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais, etc. Donc, je sais pas vraiment. On va faire un petit quiz, Corinne. On va tester vos connaissances sur les bons et les mauvais gras. Alors, les frites, Faut pas trop en abuser, mais oui, c'est pas très bon pour la santé. plutôt mauvais gras parce qu'elles sont souvent riches en graisse de friture. Vous aimez les frites? J'adore ça. Le saumon, bon ou mauvais gras? Alors, je dirais que ça dépend quel saumon et où il a été élevé. C'est pareil, je crois qu'il faut pas trop en abuser. Bon gras, le beurre, bon gras ou mauvais gras? Bon, gras, s'il est cru, si... voilà. Vaut mieux ne pas en abuser. Et enfin, l'huile d'olive, bon ou mauvais gras? Si on la consomme en salade, dans des salades, elle est bonne. C'est l'une des meilleures matières grasses pour la santé cardiovasculaire. On va aller s'en boire un petit shot. Merci. Ah ouais, wouh, bravo. Comment vous vous sentez? Bien, la meilleure. À la vôtre. Je vais m'en chercher un verre. Je trouve que vous avez été vraiment un petit amour, Oui. parce que vous leur avez pas fait de prise de sang. Et Non, d'habitude, vous c'est ce que vous faites. Je les ai soignés avec l'huile d'olive. Ouais. Voilà, j'ai été gentille. Non, mais en Gentil. tout cas, vous le voyez, Agathe, les Français, ils sont perdus. C'est un peu 50 nuances de gras.
Oui, voilà, c'est pas moi qui ai écrit cette vanne, c'est Stan, je balance. Raphaël, on a besoin de vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses pour notre santé? Avec des exemples concrets, vous différenciez 3 catégories. Oui, il y a 3 catégories. Si on veut vraiment résumer, on a déjà les bonnes graisses, celles qu'on va trouver dans les poissons gras notamment. On va en avoir également dans les huiles, dans les oléagineux, les noix, les noisettes. Ça sont les bonnes graisses. On les appelle les graisses polyinsaturées. C'est-à-dire que c'est des graisses qui vont au contraire apporter vraiment de la souplesse à nos artères, éviter le développement du LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol, et permettre aussi de gérer plus facilement son poids. Ça, c'est les premières bonnes graisses. On a aussi des mauvaises graisses. Pour le coup, elles sont vraiment très mauvaises. C'est ce qu'on appelle les graisses trans. C'est celles qu'on va avoir notamment dans les paquets de gâteaux. C'est les huiles qui vont être transformées par l'industrie agroalimentaire. Donc ça, ce sont vraiment les très mauvaises graisses qui, elles, favorisent vraiment le développement du LDL cholestérol. D'accord. Et enfin, on a les graisses qui sont à contrôler, on va dire. Ce sont les graisses qui sont saturées. Celles-là, on va les avoir notamment dans le beurre, dans la crème. On en a besoin. Le corps a besoin des graisses saturées, mais en plus petite quantité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abuser de ces graisses-là, en consommer régulièrement, en essayant de varier un petit peu les sources.